Bonjour, donc nous allons parler du Brésil aujourd'hui avec Wilson Ramos Filho, qui est avocat, professeur de droit, spécialiste de droit du travail et président de l'Institut d'Eclata, un institut de la classe des travailleurs, et donc qui a d'étroites relations au Brésil avec le mouvement syndical. Wilson, bon dia. Bom dia. Je vais donc poser mes questions en français. La première, très brève, quelle est la situation de la démocratie au Brésil en 2019? Bom, a resposta é muito difícil de fazê-lo, de prestá-la em pouco tempo. Mas desde que houve o golpe de Estado, em 2016, as instituições não estão funcionando normalmente. Há uma perseguição judicial a todos os movimentos de esquerda no Brasil. Bon, je vais répondre en portugais, je m'en excuse. Ce qu'on peut dire sur le fonctionnement des institutions brésiliennes, c'est que depuis le coup d'État parlementaire de 2016, alors parenthèse qui a vu la destitution par le Parlement de la présidente élue, Dilma Rousseff, donc on constate une persécution de tous les leaders d'opposition de gauche et syndicaux. Houve uma articulação de vários grupos de direita com o Poder Judiciário, e essa articulação, num primeiro momento, afastou o presidente, no segundo momento, prendeu o presidente Lula, no terceiro momento, impediu que ele pudesse ser, ainda que preso, candidato a presidente da República, e não foi respeitado o princípio da presunção de inocência, e houve um atropelamento de todos os prazos. Um julgamento como esse do presidente Lula, no Brasil, tardaria alguma coisa perto de 10 anos. No caso de Lula, foi julgado em 6 meses pelo primeiro juiz e 3 meses depois foi confirmada a sua prisão, a sua condenação. Alors, le constat que l'on peut faire, c'est qu'il y a une articulation de divers groupes de droite et d'extrême droite avec la justice qui conduit à des dysfonctionnements judiciaires. Donc on l'a vu avec la façon dont la présidente a été écartée, ensuite dont le président Lula a été incarcéré, la façon dont l'accusation a été, le processus d'accusation s'est déroulé de façon extrêmement accélérée en 6 mois et où les conditions d'appel n'ont pas été respectées pour l'ex-président Lula. Toda a jurisprudência brasileira dizia que enquanto houvesse possibilidade de recurso, ninguém pode ser preso. Isso está literalmente na Constituição. Agora, no caso do presidente Lula, essa foi mudada a jurisprudência e por 6 votos a 5 no Supremo Tribunal Federal foi mantida a sua prisão. Haverá um novo julgamento agora no dia 10 de abril. Dentro de um mês teremos um julgamento que definitivamente o judiciário brasileiro vai se posicionar sobre como contornar a Constituição, que expressamente diz que enquanto houver direito a recurso ninguém pode ser preso, para manter ou para libertar o presidente Lula. Un des cas les plus révélateurs est celui du non-respect de la Constitution brésilienne, qui, comme toutes les constitutions, signale que lorsqu'un prévenu est en situation d'appel, il ne peut pas être incarcéré. Donc dans le cas de Lula, ce principe constitutionnel, donc qui figure dans la Constitution brésilienne, n'a pas été respecté. Sur décision des juges de la Cour constitutionnelle, par 6 voix contre 5, qui doivent encore en reparler le 10 avril prochain, pour essayer de voir comment justifier ce manquement au droit avec donc les règles que prévoit la Constitution. Na semana anterior, ao dia 10 de abril, em vários países do mundo haverá mobilização, porque como as instituições não estão funcionando normalmente no Brasil, é muito importante a pressão externa.
envolvendo professores, jornalistas, ativistas em todo o mundo. Amanhã será entregue no Tribunal Superior de Justiça no Brasil um manifesto assinado por 500 juristas brasileiros, chamando a atenção para as consequências que teriam a manutenção ilegal e inconstitucional do presidente Lula preso. Donc actuellement, il y a une campagne qui est organisée au niveau international, parce que la pression extérieure est extrêmement importante, qui va avoir un point culminant avant cette réunion des juges suprêmes brésiliens du mois d'avril. Et donc déjà cette semaine, 500 juristes professionnels du droit ont remis un manifeste au tribunal suprême brésilien pour lui rappeler les règles constitutionnelles qui sont en théorie en vigueur au Brésil. Est-ce que ce qui s'est passé cette semaine en ce qui concerne le cas de Marielle Franco, l'arrestation de deux des criminels qui ont physiquement, concrètement participé à l'assassinat, peut changer quelque chose au Brésil? Sim, uma outra característica terrível que aconteceu no Brasil é que desde há uns 6 meses o presidente do Tribunal do Supremo Tribunal Federal nomeou um assessor, um militar de carreira, um militar na ativa. Em setembro. Em setembro. E desde setembro, esse que havia sido o assessor, teoricamente assessor, mas na verdade um tutor das decisões do Tribunal da Suprema Corte, com a posse de Bolsonaro, foi colocado como ministro das Forças Armadas e foi substituído por um outro militar também lá que está tutelando o Poder Judiciário brasileiro. Bolsonaro, a imprensa brasileira nos últimos 3 dias está divulgando intensamente a ligação de Bolsonaro com grupos criminosos, chamadas milícias no Brasil. E não se sabe o que acontecerá nos próximos dias, mas seguramente Bolsonaro se enfraquece muito e o vice-presidente, que é um militar de extrema-direita, muito próximo dos assessores do Tribunal da Suprema Corte, pode interferir nesse julgamento. Donc, ce qu'il faut voir, c'est le contexte de la justice et des militaires. En septembre de l'année dernière, donc un général a été nommé conseiller du président de la Cour suprême. Ce général a été nommé ministre de la Défense par Bolsonaro et a été remplacé par un autre militaire auprès du président de la Cour suprême. Donc on a une justice qui est sous contrôle militaire. Premier point. Deuxième point, donc les événements de cette semaine à Rio ont démontré la proximité des fils de Bolsonaro avec les criminels. Donc on ne peut pas écarter la perspective d'une crise au sommet du pouvoir au Brésil qui verrait peut-être Bolsonaro écarté au bénéfice de son vice-président, général Mourant, qui est un général qui n'a jamais caché ses idées d'extrême droite. Sim. Quando do primeiro julgamento para a libertação do presidente Lula, naquele julgamento que por 6-5 foi mantida a sua prisão, na véspera, um outro militar, que era ministro do governo Temer, do governo que substituiu a presidenta Dilma, por Twitter, disse que os militares não aceitariam de forma alguma a libertação do presidente Lula. Et il faut rappeler aussi qu'antérieurement, avant cette désignation d'un général comme conseiller du président de la Cour suprême, lorsque, au mois d'avril de l'année dernière, donc la Cour suprême avait été saisie de la situation de Lula, et donc un autre général d'active, donc proche de Michel Temer, le président
de l'époque, dans un tweet, avait menacé le tribunal supérieur en signalant qu'il devait faire son devoir, quelle que soit la personne dont le dossier était examiné. Ce qui veut dire qu'on est au Brésil devant la perspective de ce que en Uruguay, il y a une quarantaine d'années, on appelait la bordabérisation, le passage d'un pouvoir civil d'extrême droite vers un pouvoir militaire. Sim, o mais que nos desassossega muito é o fato de esse poder vem com uma legitimidade das urnas. É um golpe de Estado de tipo diferente. Não é um golpe de Estado tradicional, como nos anos 70, os 60 e 70 na América Latina. Esse é um golpe que foi armado por uma articulação do Poder Judicial, da mídia dos empresários, com evidentes influências dos Estados Unidos, para chegar ao poder com a legitimidade das urnas. Então, nós vivemos uma situação no Brasil de suspensão das garantias democráticas, um estado de exceção de novo tipo. Então, o que dificulta as formas de luta e de resistência interna. Effectivement, on est dans une évolution au Brésil qui va vers un régime de suspension des libertés, mais à la différence de ce qui s'était passé notamment au Brésil dans les années 60-70, ce coup d'État antidémocratique est légitimé par les urnes. Donc il y a eu la fabrication d'une nouvelle légitimité dans laquelle on voit les partis d'extrême droite, dans laquelle on voit les médias, la justice, les militaires, les chefs d'entreprise, un certain nombre d'entreprises qui ont aidé à fabriquer cette nouvelle légitimité qui a effectivement qui a eu le soutien des urnes, ce qui complique beaucoup la capacité de renverser cette évolution. Ce qui veut dire qu'actuellement, si je comprends bien, les forces de gauche, mais aussi les forces démocratiques au Brésil sont en difficulté. Oui, mais todavia, haverá por um calendário político próprio do Brasil, a primeira medida do governo Bolsonaro foi fazer uma reforma, foi propor uma reforma da Previdência. Essa reforma é demandada pelos setores neoliberais e por toda a direita como algo absolutamente necessário para as finanças públicas. Essa decisão não está fácil de ser tomada pelo Congresso e depende se o governo... E a reforma foi adotada? Não, está em discussão para aprovação no mês de abril ou no mês de maio. Desta reforma que é exatamente? Modificar o conceito da Previdência Pública no Brasil, que é o conceito de solidariedade para o conceito de aportes de cada um na sua própria previdência, modelo chileno. E o que retardará a possibilidade de aposentadoria. É o projeto de providência. De previdência. Então, se o governo for derrotado nessa tentativa de fazer uma reforma das aposentadorias, as condições políticas no Brasil podem ficar mais acirradas, porque o mercado exige que o governo altere, desmonte todo o que havia de Estado social no Brasil, a começar pelo direito à aposentadoria. Ce qui est clair, c'est que lorsqu'on regarde les premières mesures qui sont proposées par le gouvernement Bolsonaro, ce sont des mesures qui visent à démonter tout ce qui a été fait ces 15 dernières années en matière d'État social. Donc le modèle, c'est le modèle chilien néolibéral des années Pinochet,
Donc, notamment sur la révision du système de retraite par répartition, le système de retraite par capitalisation, et le reliquat des retraites par répartition, donc soumis à des critères beaucoup plus sévères en nombre d'années de cotisation, etc. Donc on a une exigence de ceux qui ont soutenu ce projet, dont le premier élément, la première exigence est donc la révision de l'État social. Mais je reviens à ma question, mais quelle est la situation de la résistance démocratique, pas simplement de gauche, au Brésil aujourd'hui? Essas medidas neoliberais atacam direitos das pessoas, inclusive das pessoas que votaram por Bolsonaro, que apoiaram Bolsonaro. Então, aí há uma erosão da legitimidade a partir das consequências desse voto na extrema-direita. E muitas pessoas estão agora arrependidas no voto em Bolsonaro e voltam às ruas com mobilizações. A dimensão dessa resistência nós veremos nos próximos dias, mas já há uma greve geral convocada para o dia 22 de abril. Isso quer dizer que é uma resistência mais sindical que política? Bom, no parlamento, todas as esquerdas estão contra. Sim, são minoritárias. São minoritárias. Mas há uma resistência que vem do movimento social. O movimento social resistindo e aí impulsionando as forças políticas. E o governo hoje, exatamente hoje, não tem maioria para aprovar isso. Qual será a consequência do mercado, o desencanto com o Bolsonaro, por parte do mercado, que hoje sustenta o Bolsonaro e que, se ele não tiver forças para fazer as reformas pretendidas pelo mercado, possivelmente afastam o Bolsonaro e tentam retomar o seu projeto neoliberal mediante autoritarismo, com o general Mourão assumindo a présidence de la République. On est dans un moment difficile, aussi crucial, en raison de ce débat sur la révision de l'État social. Une résistance est apparue, partant de la base. Beaucoup d'électeurs de Bolsonaro aujourd'hui se rendent compte des conséquences pour eux-mêmes de ce vote, dans la mesure où tout ce qui avait été adopté en matière sociale est en cours de révision, ce qui provoque une effervescence au Parlement. Et il y a la possibilité, face à cette effervescence dans la rue, cette effervescence qui a des effets au Parlement, que ces projets de Bolsonaro, finalement, ne puissent pas être adoptés, ou du moins dans l'ampleur que souhaite Bolsonaro au Parlement. Alors la question qui est posée à ce moment-là, quelle va être la réaction des forces économiques qui ont soutenu Bolsonaro lorsqu'elles vont constater, si elles constatent que ce projet ne peut pas fonctionner, et là on va se trouver très clairement face à une tentation autoritaire et qui pourrait être incarnée par le vice-président, le général Mourão. Há outro fator conjuntural que a outra medida tomada por Bolsonaro nos primeiros dias do governo foi liberar a possibilidade das pessoas, dos civis, terem armas de fogo, no caso. Sim. E isso fazia parte da campanha do Bolsonaro. O símbolo do Bolsonaro na campanha eram os dedos assim como armas. Ontem houve uma fuzilada numa escola, um jovem armado acabou matando 9 pessoas e se suicidando. Uma situação muito parecida com eventos parecidos como houve nos Estados Unidos. E hoje tem uma discussão no Brasil muito grande sobre a consequência dessa liberação das armas. Quer dizer, o Bolsonaro, que fazia sua campanha pelo porte de arma, agora as pessoas veem a consequência das pessoas terem armas. Então, há uma erosão contínua da legitimidade do Bolsonaro, o que não deslegitima o regime como um todo, porque o que se está no horizonte é afastamento do Bolsonaro com a assunção
do poder do general vice-presidente. Donc on est actuellement face à un phénomène d'érosion de Bolsonaro qui va un peu plus loin. Si on se rappelle que Bolsonaro avait fait campagne sur la nécessité de rétablir la sécurité par la permissivité dans le fait d'avoir des armes. Et effectivement, il a pris un décret en ce sens dès son arrivée au pouvoir et on a constaté donc, que ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire que hier, un jeune homme, deux jeunes gens avec des armes ont tué 9 personnes dans une école, des collégiens et des adultes, avant de se suicider, ce qui a provoqué là aussi des interrogations dans la population brésilienne. Est-ce que vraiment la diffusion du port d'armes est une solution à l'insécurité? Donc il se trouve dans un contexte compliqué. Si on ajoute ce phénomène de diffusion du port d'armes au fait que les assassins de Marielle Franco étaient des voisins de Jair Bolsonaro, que ses fils avaient un de ses fils avait une relation amoureuse avec la fille de l'assassin. Donc on voit que qu'il y a une érosion effective de l'influence de Bolsonaro, donc ce qui renvoie le problème à ce qui a été dit tout à l'heure. Est-ce que Bolsonaro va être en mesure d'imposer les mesures qu'attendent ceux qui l'ont soutenu? Et si ce n'est pas le cas, donc on revient à une problématique, comment ces supports, ces soutiens vont-ils pouvoir faire appliquer ces mesures? Bon, et là-dedans, on n'a pas du tout parlé des partis de gauche au Brésil, le PT, le PSOL, le PDT, RED, tous ces partis. Est-ce qu'ils sont disposés à faire un front démocratique ou est-ce que chacun est dans son coin? Bom, existe uma maldição na esquerda mundial que é a fragmentação. Então, o que se vê em outros países, como Espanha, como França e em outros países, é uma fragmentação das esquerdas. Há uma esperança de que o horror que pode vir, o terror que pode vir com a manutenção dessas políticas, e mais que das políticas, dos valores da extrema-direita, podem levar a uma reaglutinação da esquerda. As próximas eleições serão municipais, serão somente em 2020, e o governo e o mandato do atual presidente e vice-presidente vão até 2022. Então, há uma esperança em vários setores democráticos de uma rearticulação da esquerda para apresentação de listas conjuntas para ampliar as possibilidades de resistência ao que se antevê como possível no horizonte político. Voilà, la situation du Brésil n'a rien d'original, elle est comme partout, comme en Espagne, en France ou ailleurs. La gauche est totalement fragmentée, un processus de grande fragmentation. Alors bon, il y a un élément différentiel au Brésil, c'est qu'il y a une menace effectivement sur les libertés, sur la démocratie, qui devrait provoquer un mouvement centripète, donc de rassemblement des forces démocratiques et de gauche